Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier échange de l'année. L'équipe ne change pas, à mes côtés, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a toujours Christelle qui va assurer la modération du chat. Et puis elle va me transmettre, comme d'habitude, les questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir magique des pierres et des cristaux avec Jean Didier, que j'ai l'honneur de recevoir pour la deuxième fois dans mon émission. Jean Didier, bonjour et merci encore d'avoir accepté une deuxième invitation. C'est toujours avec plaisir, Philippe. Bonsoir. Alors Jean Didier, tu es connu pour ta médiumnité, ton intérêt pour les fantômes, comme on a fait pour la Oui. précédente émission, ton magnétisme. Alors d'où vient déjà cet attrait pour les pierres avec ce livre que tu as fait qui s'appelle « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux ». Tout à fait. Écoute, en fin de compte, tu sais que moi, à la base, je suis magnétiseur depuis une trentaine d'années. Et puis, je m'étais aperçu que quand je magnétisais, quand j'utilisais des cristaux, donc il y a déjà très longtemps, j'avais un petit peu quelque chose qui permettait de décupler le pouvoir que j'avais sur les gens pour les soigner grâce à l'énergie et au pouvoir des cristaux. Donc, j'en avais parlé dans un livre aux éditions Bussière, un livre sur la guérison, où j'avais déjà commencé à parler en 97, tu vois, donc il y a quelques années, dans ce livre, des cristaux, de la façon de les utiliser. Et puis, tout le monde me disait, mais pourquoi tu n'associes pas aussi le côté magique, hein, puisqu'on parle de magie dans ce livre, et de rituel, avec l'utilisation des cristaux, puisque c'est quelque chose qui peut se concilier. Et surtout, il y avait comme un manque, si tu veux, en France. On s'était aperçu qu'il n'y avait pas beaucoup de livres, voire pas du tout, qui parlaient de la magie des cristaux et de l'utilisation des cristaux dans la magie. Alors, c'est quoi la définition de la magie pour toi? Qu'est-ce qu'elle vient faire avec les cristaux? En fin de compte, moi, je pars toujours du principe, si tu veux, que la magie, elle est présente dans notre vie de tous les jours. On fait tous de la magie. À partir du moment où, tu sais, on s'amuse des fois à demander une place de parking, ça, tout le monde l'a fait, tout le monde s'est amusé à ça. Ça, c'est déjà une action magique. À partir du moment où tu émets un vœu, où tu fais le vœu et que tu demandes la réalisation de ton vœu, ça aussi, c'est une action magique. En fin de compte, la magie, donc, elle est présente tout le temps autour de nous. Alors après, effectivement, il y a plusieurs façons de pratiquer la magie. Moi, c'est vrai que je pratique la magie qu'on appelle la magie blanche parce qu'elle est associée à des prières. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une magie positive. C'est une magie dans laquelle on ne fait que du bien et on ne va que dans du positif. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui peut toucher, par exemple, la sorcellerie ou ces choses-là. C'est des choses qui sont très différentes. Et la magie noire, encore pire. Donc, moi, je suis pas du tout adepte à ce genre de choses. En fin de compte, je suis parti du principe que l'utilisation, comme je le disais tout à l'heure, de la magie dans la vie de tous les jours, on pouvait l'utiliser aussi avec le pouvoir des cristaux. Donc, j'ai associé les deux, même les trois, puisque je parle aussi à un moment dans le livre, il y a un chapitre important qui est consacré au tarot de Marseille. Ouais. Oui, tu as déjà fait des livres d'ailleurs sur le tarot de Marseille, donc tu es expert en tarot aussi. Oui, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien. Voilà, j'ai écrit 3 livres et il y a un best-seller qui est sorti chez Bussière qui s'appelle Comment tirer le tarot de Marseille, qui est un livre qui marche très fort depuis 97. Il est toujours numéro 1 des ventes sur Amazon, ce qui est assez surprenant puisqu'il est quand même sorti il y a quelques années. Mais c'est un livre qui marche très fort où je parlais déjà aussi de la magie des tarots, de l'utilisation des tarots sous forme talismanique. Donc tu vois, en fin de compte, la magie et les cristaux, ça me suit déjà depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. D'accord. Alors, donc, comme tu disais tout à l'heure, en fait, les pierres agissent comme un espèce de booster en émettant une intention. Explique-nous un petit peu tout ça.
En fin de compte, la pierre, le cristal ou une pierre, hein, tout simplement. Donc, on parle de pierres semi-précieuses, hein, bien sûr. Hum. On ne parle pas de pierres précieuses. Donc, les pierres semi-précieuses sont des pierres ou les cristaux que l'on peut programmer. C'est-à-dire qu'on va leur donner une information. C'est-à-dire qu'on va d'abord les nettoyer, les purifier. Et une fois qu'ils vont être purifiés, on va leur demander une action ou un souhait en particulier qui va leur permettre de réaliser quelque chose par rapport à une intention particulière. Donc, c'est ce qu'on appelle la programmation du cristal. Cette programmation, on peut à tout moment l'enlever, la changer. Par exemple, quand le vœu s'est réalisé, on peut dire maintenant que le vœu s'est réalisé, je vais passer à autre chose et je vais faire une autre action et je vais reprogrammer mon cristal. Donc, on peut le déprogrammer et le reprogrammer autant de fois que l'on veut. C'est un petit peu universel, quoi. Est-ce que ça s'use une pierre? Non, en fin de compte, ça ne s'use pas, ça se recharge même. Ouais. Dans le livre, il y a un rituel pour recharger les cristaux, pour leur donner encore un peu plus de pouvoir et de dynamisme. Mais en fin de compte, ça ne s'use pas parce que il y a toujours ce phénomène de programmation qui est présent sur ces cristaux et qui leur donne ce pouvoir. Alors, est-ce que Alors, tu peux... Oui, vas-y, quand tu voulais dire quelque chose. excuse-moi. Ils ont déjà un pouvoir. On sait que, par exemple, chaque pierre, là, je ne vais pas toutes les détailler et donner des pouvoirs de chaque pierre, mais on sait que chaque pierre a une action particulière. Par exemple, on va utiliser l'améthyste pour calmer les gens, Hum. pour les déstresser. On va utiliser le quartz rose, par exemple, pour des notions d'amour, de sentiments sur des rituels, etc., etc. Donc, voilà. Mais en plus de ça, on leur donne un pouvoir supplémentaire avec la programmation. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces rituels? Comment ça se passe? Et donne-nous un petit exemple de rituel que tu peux faire avec telle ou telle pierre ou telle intention. Alors, par exemple, on va utiliser l'œil de tigre, qui est Mhm. une pierre qui est très connue pour le développement du troisième œil et de l'intuition. Cette pierre, on va soit la poser sur le troisième œil, soit sur le chakra qui est le chakra solaire, et on va s'allonger et on va simplement faire un rituel avec de l'encens autour de soi. On peut également allumer des bougies, tout ça je l'explique dans le livre. On peut faire des prières, on peut faire des mantras. Et en fin de compte, on est toujours dans l'intention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu fais un rituel, c'est pour demander quelque chose en particulier, pour demander la réalisation de quelque chose. Le rituel, tu ne le fais pas juste pour dire je fais un rituel. Autrement, ça ne sert à rien. Le rituel, il est fait pour ça. Donc, par exemple, avec l'œil de tigre, quand on s'allonge, on pose sur le plexus solaire cet œil de tigre. On va prendre conscience de cette pierre qui est en relation avec nous. On va essayer de se détendre, se relaxer. Donc, on fait un petit peu de sophrologie par rapport à ça. Il n'y a rien de très compliqué dans tout ça. Moi, tous les rituels que je propose sont des rituels très simples et accessibles à tout le monde. C'est ça l'avantage, c'est de se dire on peut faire de la magie d'une façon très simple et à la portée de tout le monde. Avec cette utilisation-là, on va se connecter avec son troisième œil et on va essayer de visualiser déjà des choses. C'est-à-dire qu'on va imaginer, par exemple, un écran de cinéma en face de soi et on va demander, par exemple, et poser une question comme si, en voyant, si tu posais une question à ton tarot. Donc, tu lui demandes, par exemple, est-ce que je vais acheter une maison? Donc là, il y a un film généralement ou des symboles qui vont se profiler un petit peu sur cet écran et qui vont te donner des directives par rapport à ce qui va se passer. Des directives que qu'il faudra suivre ou pas selon l'envie et le besoin de chacun. En fin de compte, c'est des expériences qui sont des expériences à renouveler aussi régulièrement. C'est-à-dire, il ne faut pas croire, par exemple, souvent on me pose la question, et peut-être qu'on aura la question un peu plus tard, est-ce que quand on a fait un rituel, c'est fini, tout marche bien? Ouais. Très souvent, c'est comme beaucoup de choses, il faut répéter. L'entretenir. Oui, il faut refaire. Et puis surtout, c'est l'implication aussi que tu donnes dans ce que tu fais. Tu sais, c'est comme pour toute chose. C'est-à-dire, quand tu vas chercher du travail et tu te dis aujourd'hui, c'est pas ma journée, ça va pas fonctionner, ça va pas aller, à la limite, il vaut mieux rester chez toi parce que tu perdras pas ton temps. Maintenant, si tu fais un rituel de la même façon et que tu te dis, je vais tester, je vais voir, peut-être que ça marchera, mais je suis pas certain, c'est pas la peine de le faire non plus. En fin de compte, il faut une grosse implication personnelle
naturel. Et il faut vraiment mettre une énergie positive très importante dans ce que l'on fait. Et il ne faut pas avoir peur de répéter et de refaire le rituel des fois, 2 fois, 3 fois. Alors j'ai vu que dans les rituels, tu utilisais la prière. Alors d'où viennent ces prières et comment tu as pu les associer à telle ou telle pierre ou telle intention? Alors, moi, j'utilise les psaumes de David, qui sont tirés de la Bible, tout simplement. Et ces psaumes de David, en fin de compte, on les connaît depuis très longtemps, puisqu'il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis et qui donnent, en fonction des numéros des psaumes, un petit peu vers quoi tu dois aller et vers ce que tu dois faire pour pouvoir avoir la réalisation ou l'interprétation de ce psaume. C'est ce qu'on appelle les clés des psaumes de David. Donc ces clés-là, ce sont des clés qui te donnent l'utilisation spécifique du rituel que tu vas faire et que tu vas mettre en place. Alors, par contre, je tiens à dire tout de suite que c'est pas une obligation parce que tout le monde n'est pas en adéquation, on va dire, avec les psaumes de David et n'a peut-être pas envie de les faire. Ou ça ne correspond peut-être pas à une religion ou à une croyance. Donc, ils peuvent très bien être remplacés par autre chose. Souvent, les gens, par exemple, vont mettre des mantras, puisque les mantras, ce sont des choses qui sont aussi très spécifiques et très connues et appréciées par les gens. Donc, on peut mettre un mantra ou une prière d'une autre religion. Ça, c'est pas un souci. Par contre, il est certain que moi, tous mes rituels ont été testés à partir des psaumes de David. Alors, qui les a testés? C'est toi? Oui, moi je les ai testés, je les ai fait tester par différentes personnes, j'ai attendu d'avoir des retours pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que ces psaumes de David avaient une puissance et une force phénoménale qui, là aussi, comme le cristal, démultipliait la puissance de ton rituel. Donc ça veut dire que, en clair, tu peux pas faire de rituel sans implication d'une prière parce que ça ne fonctionnera pas et ça ne marchera pas. C'est comme s'il manquait quelque chose. C'est comme si tu voulais partir en voiture et que tu n'avais que 3 roues. Tu risques de rouler un peu, mais ça marchera mal. Par contre, si voilà, tu fais ton rituel et que tu associes ces prières à ton rituel, là, tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça puisse fonctionner. Et quand tu as proposé ces rituels à des personnes, à tes cobayes, est-ce que c'était, bon, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'était pas nécessairement un effet immédiat, il fallait insister un petit peu. Est-ce qu'il y a certains rituels qui sont plus puissants que d'autres, certaines prières qui sont plus puissantes que d'autres, certaines pierres qui sont plus puissantes que d'autres, où l'effet est assez immédiat? Est-ce que ça peut, est-ce qu'elle existe, cette pierre? Non, elle existe. Alors, il y a une pierre qu'on appelle un petit peu la pierre qui va remplacer toutes les autres. Par exemple, j'explique dans le livre, si un jour vous manquez d'une pierre, par exemple un quartz rose ou autre chose, ou une coralline ou une aventurine, tu vois, moi j'ai toujours une petite aventurine avec moi, cette petite pierre verte, parce que c'est la pierre de la chance. C'est un peu un porte-bonheur, ça. Et il y a beaucoup de rituels dans mon livre avec les aventurines, parce que c'est une pierre de prédilection pour la chance. Et en fin de compte, cette pierre, si jamais un jour tu ne l'as pas avec toi et que à côté de toi tu as un cristal de roche, derrière moi il y a un gros cristal de roche d'ailleurs, on peut utiliser ce cristal de roche pour remplacer la pierre qui nous manque. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement puisque chaque pierre a sa particularité et autrement ça ne veut plus rien dire. Par contre, moi dans le livre, je n'ai pris que 30 pierres spécifiques parce que tu te doutes bien qu'il en existe plus de 30. Si on veut aller par là, on en a à peu près 150 ou 200. Donc, c'était pas possible de faire 200 rituels dans un livre. Déjà, il y en a 50, ce qui est déjà beaucoup. Ça demande beaucoup de travail. Donc là, si tu veux, on s'est concentré sur, effectivement, peut-être les pierres qui sont les plus importantes et les plus actives. Alors, par contre, ces pierres, je vais rebondir un petit peu sur ta question parce que on me pose souvent la question depuis que ce livre est en vente et je reçois des mails, les gens me disent par exemple le jaspe rouge qui est une pierre rouge, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai une autre pierre qui est la coralline qui est rouge. Est-ce que je peux la remplacer et la mettre à la place?
Ben non, on ne peut pas substituer une pierre rouge par une autre pierre rouge parce que automatiquement elles n'ont pas la même capacité de réaction sur un rituel. Elles ne fonctionnent pas de la même façon, elles ne donnent pas les mêmes résultats. Donc on ne peut pas remplacer, par exemple, une pierre bleue par une autre pierre bleue ou une pierre D'accord. rouge par une autre pierre rouge. Ah, Voilà. c'est une idée reçue, ça, parce que j'avais déjà Oui. entendu dire qu'on pouvait, bon, on pouvait remplacer par une pierre de même couleur. C'est vraiment le. Tu vois, j'ai devancé ta Ah question. ouais, 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 c'était une idée reçue que je t'aurais posée de toute façon dans les 10 minutes, tu vois. Tu sais que je suis un peu médium, hein. Oui, oui, je me doute bien. Donc, non, non, sans plaisanter, en fin de compte, oui, on me pose très souvent la question et non, on peut pas. Ça serait trop simple et trop facile parce Mm. que, en fin de compte, on prendrait des pierres primaires qui correspondent aux couleurs primaires et puis, en fin de compte, on ferait tout avec ça. Et je ne vois pas autrement l'utilité, si tu veux, de se restreindre à ce genre de choses alors qu'on a des quantités d'autres pierres qui font très bien le job. Mm. Donc, à mon avis, il faut rester là-dessus et surtout pas faire ça. La seule chose, comme je le disais, où on peut substituer éventuellement de temps en temps une pierre, c'est la remplacer par un cristal de roche. D'accord. Ah, j'en ai un juste là. Tiens, voilà. Et combien de temps dure une programmation de pierre avec une prière, avec tous les protocoles que tu préconises? Alors, en fin de compte, il n'y a pas de règle absolue par rapport à ça. Ça va dépendre de l'intention de la personne. Ça va dépendre de la ferveur qu'elle a à mettre son rituel en place. Puis ça va dépendre d'autres éléments aussi autour, parce que ça dépend de la demande. Si la demande est très importante, si la demande n'est pas trop importante, enfin bon, il y a tout un tas de choses à juger par rapport à ça. Et puis il y a le temps qui joue aussi dans tout ça. Et en fin de compte, pour certaines personnes, la réalisation à partir du moment où le rituel a été fait peut mettre 5-6 jours, des fois même c'est Ah plus ouais. rapide, et puis des fois ça va mettre un mois. Et c'est pour ça que moi je dis que au bout d'un mois, si on n'a pas de résultat au rituel que l'on a mis en place et qu'on a fait, il faut le recommencer, il faut le refaire. D'accord, Voilà. mais il n'y a pas tous les jours une intention à mettre sur la pierre pour que la pierre soit active, pour que notre souhait soit tout le Non, temps actif. non, une fois qu'on a programmé la pierre et qu'on a fait le vœu sur la pierre, ça c'est actif. Par Ah contre, d'accord. ce qui change, c'est la prière. Ah, Ça, la prière et l'intention de prière, il faut la faire tous les jours, jusqu'à la ah, réalisation de son vœu. d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est une implication. Tu sais, les gens, souvent, quand on leur dit c'est facile, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Mais en fin de compte, l'implication personnelle, ça veut dire que tu as un minimum de choses à faire quand même, parce qu'autrement, ce serait beaucoup trop simple. Ouais. Donc là, effectivement, il y a quand même quelques petites choses à faire. Il y a ces prières qui sont à mettre en œuvre régulièrement pour activer ce rituel et pour lui permettre de se réaliser. C'est pareil, par exemple, on ne fait jamais 2 ou 3 rituels différents en même temps. Ah bon, d'accord. On attend toujours la réalisation d'un rituel pour pouvoir passer à un autre, mais on ne mélange pas tout. Ok, on ne peut pas mettre plusieurs pierres dans nos poches avec Non. trois rituels différents. Non, D'accord. ça c'est ce qu'on appelle s'éparpiller Hmm. et diviser la possibilité de réaction des pierres et de multiplier leur pouvoir. Donc là, tu peux pas partir sur ce genre de choses parce qu'en fin de compte, tu ne te concentres pas sur quelque chose en particulier. Hmm. Et en fin de compte, un rituel, c'est spécifique et on doit s'y attacher et on doit attendre la réalisation de ce rituel avant de passer à autre chose. Alors des fois, il y a des gens qui sont très impatients, effectivement, et qui veulent tout de suite, et qui veulent beaucoup de choses en même temps, et qui voudraient, par exemple, dans une pièce, mettre dans un coin d'une pièce un rituel, dans l'autre coin d'une autre pièce un autre rituel, etc., etc. Et ça, non, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça, en fin de compte. On peut pas tout mélanger et tout faire à la fois, quoi. Alors, une chose originale aussi dans ton livre que j'ai découvert, c'est que tu utilises le tarot de Marseille. Alors, tu allies la puissance des pierres au tarot de Marseille. C'est quoi? C'est encore pour booster encore plus l'intention et la réalisation de ce souhait? Oui, parce qu'on sait très bien, si tu veux, que le tarot a une certaine puissance aussi, hein, dans la façon dont tu l'utilises. Dans le livre que j'avais fait chez Bussière, j'expliquais très bien que on pouvait déjà utiliser une carte de tarot comme un talisman.
Donc, ce talisman, en fin de compte, tu peux le transformer, tu peux le transcender, tu peux lui demander des réalisations et des pouvoirs particuliers en associant la pierre qui va avec. Donc, effectivement, toutes les 22 lames, les arcanes majeures du tarot de Marseille sont répertoriées dans le livre avec la pierre qui va bien avec, quoi. Et à chaque fois, si tu veux, c'est une intention particulière. Donc, c'est une façon de fonctionner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, comme tu le disais si bien, tu boostes l'énergie du tarot avec le pouvoir de la pierre pour pouvoir lui donner la possibilité de faire un rituel qui va donner des résultats au bout du compte aussi. Donc le rituel, il est spécifique et il est le même pour les 22 arcanes majeures du tarot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un rituel différent pour chaque carte. Par contre, on doit bien choisir la carte ou la lame qu'on utilise, puisque elle a sa spécificité et elle a son fonctionnement particulier. C'est-à-dire que tu peux pas demander, par exemple, on utilise souvent, par exemple, la carte de la papesse pour une grossesse, pour quelqu'un pour une femme qui a du mal à avoir un enfant, etc., chose comme ça. Tu peux pas utiliser cette carte-là pour, par exemple, demander un nouveau travail. Là, tu vas plus utiliser le battleur, par exemple, qui représente, lui, le travail. En fin de compte, tu vois, les associations de l'âme se font aussi en fonction de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles indiquent et ce qu'elles donnent quand tu fais un tirage de tarot, par exemple, pour une voyance, associé à une pierre qui va doubler, multiplier par 2 ou par 3 la puissance de cette carte et en même temps booster la pierre de la même occasion, quoi. Et là, tu peux utiliser tout, en fait, le rituel, plus la pierre, plus le Voilà. tarot. Tu fais un mélange de tout. Alors, On fait sa petite cuisine, en fin de compte. Et, la carte, qu'est-ce que tu en fais? La carte, tu la gardes avec toi, c'est ça? Alors, la carte, en fin de compte, elle est placée au milieu de plusieurs bougies, si tu veux, et on place des pierres qui sont devant les bougies, et on fait avancer tous les jours les pierres jusqu'au moment où elles se touchent, si tu veux. Voilà. Et pendant ce temps-là, effectivement, les bougies, elles se consument aussi. Donc, tout ça, c'est expliqué, la façon de le faire, la façon de mettre tout ça en place. Alors, ce qui est important, alors, c'est pas toujours facile à trouver, mais pour ce genre d'exercice et de rituel, il faut des très grosses bougies parce que comme c'est des bougies que tu laisses consumer à peu près 1 heure et que le rituel il se déroule sur 7 jours, si tu prends une bougie qui ressemble à un cierge, ça tiendra pas, si tu veux. Donc, c'est pour ça que sur les dessins, par exemple, si tu as remarqué, mais les bougies sont représentées de toute façon, toujours de façon assez importante et des grosses bougies, quoi, pas des petites bougies fines, quoi. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que il faut normalement que la bougie soit teintée dans la masse. C'est-à-dire que on vend souvent aussi des bougies, par exemple vertes, jaunes, rouges ou autres, mais c'est une pellicule qui est collée sur une bougie blanche. Et en fin de compte, ça fonctionne pas du tout. Parce que voilà, c'est pas bon, c'est pas la bonne utilisation. En fin de compte, il faut des bougies qui sont teintées dans la masse. Toujours en rituel, on utilise des bougies teintées dans la masse. Alors, toujours pareil, c'est toujours un petit peu compliqué à trouver. Et puis, il y a aussi des fois des gens qui sont pas très réglo. Moi, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont dit j'ai demandé au fabricant avant de commander si la bougie était bien teintée dans la masse. Il m'a dit oui. Et une fois que je les ai reçus, j'ai gratté un peu la bougie et tout était blanc en dessous. Et je me suis fait avoir. Donc, c'est un petit peu problématique de ce côté-là, mais c'est toujours pareil. Si on veut que le rituel fonctionne, il faut le faire correctement et avec les bons outils. Et pourquoi, si on ne le fait pas avec des bons outils, le rituel marche moins bien? L'intention, elle serait, elle ne suffirait pas? Oui, parce que c'est comme une recette de cuisine et comme en pâtisserie, s'il y a des choses que tu fais pas bien ou que tu fais pas dans l'ordre ou pas comme il faut, ton gâteau il va ressortir dégonflé ou pas beau ou autre. C'est un peu la même chose si tu veux.
Un Voilà, peu. il faut savoir que la magie, c'est une cuisine. Ouais. Voilà, tu as des ingrédients et il faut avoir les bons ingrédients, les bons produits et les produits de qualité, tu Ouais, vois. mais là, ça ressemble plus à de la science, parce que, je sais pas moi, l'univers, comme c'est un peu triste que l'univers, il s'attache à que la cuisine, enfin que la recette soit bonne, que la question Oui, soit mais la bonne, etc. c'est bon pour tout, c'est bon pour tout. Comme je connais bien le tarot, si tu veux, quand tu poses une question au tarot de Marseille, tu sais très bien que si tu ne poses pas ta question de façon Mm. précise et si tu formules mal ta question, tu n'auras pas une bonne réponse. On est bien d'accord. Mhm. Les trois quarts du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, les voyants ou les médiums se plantent en donnant des réponses parce qu'ils n'ont pas bien formulé la question à la base. Donc, si tu veux, tu retrouves ça systématiquement dans l'ésotérisme, tu te retrouves un petit peu partout, que tu utilises ça, que tu utilises des runes ou autre chose. Ouais. Si tu tires les runes et que tu poses pas bien ta question, tu n'auras pas la bonne réponse. C'est exactement la même chose pour l'astrologie. Quand tu montes un thème, tu as effectivement la partie technique et analytique de l'astrologie, mais la partie intuitive, si tu regardes mal ou si tu ne fais pas attention à certains aspects, tu n'auras pas la bonne réponse non plus. D'accord. Est-ce Donc en qu'on, fin de compte, ouais, vas-y. tu le retrouves partout. D'accord. Est-ce qu'on peut demander simplement à une pierre d'avoir une réponse, comme si on faisait un tirage de Oui, cartes? euh, oui. Il y a un rituel spécifique qui se d'accord. fait d'ailleurs avec quoi? Avec l'aventurine. Ah ben, c'est la reine de la soirée, l'aventurine. Voilà, sa reine de la soirée, c'est une de mes pierres préférées. Et en fin de compte, avec l'aventurine, on peut poser des questions de voyance, un petit peu comme tu poses une question à un pendule. De la même façon, j'explique comment faire pour pouvoir avoir une réponse. Mais là encore, il faut avoir une réponse précise et pas une réponse vague. Il faut vraiment faire attention à la façon dont on programme ce que l'on veut faire, si tu Hmm. veux. Ça, Et- c'est très important. et est-ce que tu peux nous expliquer justement comment on pose une bonne question? Alors, la bonne question, c'est une question qui est succincte et qui est directe et qui va droit au but. Ah, Voilà. Si tu poses une question avec des si, des est-ce que, peut-être que tu es sûr que là, tu n'auras pas la réponse. Par contre, si tu poses une question franche, là, tu auras une réponse à ta question. d'accord. Et la réponse, on l'a comment? Par des synchronicités, par une rencontre? Alors, tu peux l'avoir par la synchronicité, tu peux l'avoir par une rencontre, tu peux l'avoir par un symbole qui va se positionner devant toi, devant tes yeux et qui va te donner la réponse à cette question. Tu peux aussi l'entendre, hein, ce qu'on appelle la clairaudience. Ouais. Voilà, tu as tout un tas de facteurs et de choses qui peuvent se dérouler et se mettre en place. Comme tu peux avoir des choses qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire euh, au moment où tu es en train de te poser la question, il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te dit, tiens, on vient de Ouais. me donner une réponse positive pour telle chose, bah, tu peux considérer que pour toi aussi c'est bon, tu vois. Hmm. Donc voilà, en fin de compte, euh, il faut simplement être attentif à tous les signes qu'on nous envoie. Hmm. Ça, tu le sais. Ben oui, et oui. Après, le truc, c'est de ne pas devenir fou aussi à, à épier chaque signe et le prendre comme, j'allais dire argent comptant, mais enfin, le prendre comme vraiment comme un signe de l'univers. Il peut y avoir peut-être des choses qui sont complètement anodines et que l'univers ne nous envoie pas. Et Oui, mais ça, c'est une façon de faire et de voir, et c'est une philosophie personnelle. C'est comme quand tu vas dans les excès, voilà, il y a un juste milieu, hein. Le médium, c'est hum, bien ça, hein. hum, C'est être au milieu des choses, quoi, hein. Donc, je pense que si tu fais attention à ne pas être dans les excès, parce qu'effectivement, quand on est dans les excès, c'est jamais très bon. À partir de ce moment-là, tu peux avoir des réponses. Maintenant, quand tu es plus attentif à ce qui se passe autour de toi et que tu fais attention aux signes qui te sont envoyés, c'est quand même important. hum. Combien de temps tu as mis pour faire ce livre? Parce que avec tous les rituels qu'il y a, tu as utilisé, tu as testé tous ces rituels ou tu as fait tester tous ces rituels. Et il y a du boulot derrière. Eh ben, écoute, je vais te dire 30 ans.
30 ans de métier. C'est 30 ans de métier. Je t'ai dit un petit peu tout à l'heure quand on a démarré l'émission, j'ai commencé comme magnétiseur, donc j'ai tout de suite commencé à travailler avec des pierres. J'ai commencé à faire des rituels, à faire de la magie. Après, ça s'est associé au tarot, puisque j'ai fait plusieurs livres sur les tarots. En fin de compte, tu sais, c'est tout simplement la vie qui fait qu'à un moment ou un autre, il y a un déclic qui se fait. Moi, quand j'ai été contacté par le Lotus et l'éléphant, tu sais que le Lotus et l'éléphant, ça fait partie du groupe Hachette, qui est un des plus gros groupes de vente de livres en France. Et ils sont venus vers moi en me disant, on a besoin d'un livre avec vous, mais un livre original avec des pierres et tout ça. Je leur dis, ça tombe super bien, puisque moi, effectivement, je peux concilier la magie, tout ça. Ils m'ont dit, Banco, en fin de compte, le contrat s'est négocié en même pas 10 minutes, quoi, tu vois. Donc, par contre, il y a eu effectivement un très, très gros boulot derrière pour mettre tout en place, parce qu'il a fallu travailler aussi avec une illustratrice qui a donné un petit peu le ton Ça, c'est des photos des pierres. Il y a aussi des illustrations faites par Florine qui a expliqué en détail un petit peu comment fonctionnaient les rituels. Les chakras. Voilà, ça, c'est les chakras. Parce qu'en fin de compte, j'explique aussi dans le livre que chaque pierre est associée à un chakra et à une action particulière. Voilà. Je montre un petit peu des exemples, des illustrations dans le livre. Et en plus, il est magnifique, il a une couverture dure. Donc, c'est très agréable à lire et à feuilleter, quoi. Donc, ça, c'est super. D'ailleurs, il y a une association avec Marc Neu aussi. Oui. Ça aussi, on peut en parler aussi, parce que Marc Neu, je l'ai pas reçu, mais j'ai reçu la personne, Denis Labouré, avec qui il avait coécrit le livre sur les pentacles, et les prières de l'abbé Julio, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, tout à fait. En fin de compte, Marc, ça fait pas très longtemps, ça doit faire 3 ans à peu près que je le connais, mais ça a matché tout de suite entre nous parce qu'on a la même vision des choses. Marc Neu est un grand spécialiste de la magie. Lui, en plus, il a une entreprise dans laquelle il fabrique justement des produits pour faire des rituels de magie. Et on peut dire que c'est un expert, un des meilleurs experts en France de la magie. Et donc, il m'a fait le plaisir de faire la préface. Bien sûr, avant de faire la préface, il a voulu voir le livre, ce qu'il y avait dedans et les rituels, et si je disais pas trop de bêtises. Et en fin de compte, il m'a dit, écoute, franchement, il n'y a jamais eu de livre comme ça de fait, donc moi, je veux bien faire la préface parce que c'est excellent, quoi. Donc voilà, et il m'a fait cette très belle préface, et c'est vrai que ça cautionne aussi un peu le livre, parce que quelqu'un qui est un expert de la magie qui cautionne ce livre, ça veut dire que effectivement, le travail a été bien fait, quoi. Et dis-moi, en toute humilité. Non, il est très bien fait. Tu n'as pas peur que tes rituels soient détournés pour en faire, pourquoi pas, de la magie noire? Alors, à partir du moment où tu as verrouillé tes rituels, et surtout avec des prières et des psaumes de David qui sont extraits de la Bible, tu peux pas travailler sur de la magie noire, c'est pas possible. Maintenant, j'explique aux gens que effectivement, tout a toujours été fait dans ce livre dans un but positif, et que les actions qui sont faites ne sont pas faites pour faire du mal, et que de toute façon, si on essayait de faire du mal avec, on ne pourrait pas le faire, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Donc, j'ai pour l'instant jamais aucune personne m'a dit j'ai essayé de bidouiller un petit peu votre rituel pour faire un truc pas très sain, etc. Tout. Non, parce que en fin de compte, la clientèle qui va vers ce genre de livre est une clientèle très spirituelle, très respectueuse et très positive. Donc j'ai cette chance-là, si tu veux, d'avoir des gens qui me suivent sur ce que je leur propose d'une façon très positive. Bon, bah, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est inquiétant. Même je me demandais aussi, quand j'avais lu les prières et pentacles de l'abbé Julio, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça aussi? Je me disais peut-être que des personnes qui ne sont pas bienveillantes pourraient les détourner, quoi.
Ben, quand ça sort de la Bible et quand ça sort des prières de l'abbé Julio, non, parce que c'est une icône très positive et Oui. religieuse et spirituelle qui va tout à fait à l'encontre de la magie noire. Hum. Alors c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais il y a toujours le yin et le yang, il y a le blanc, le Ouais. noir, il y a le bon, le La, mauvais, la etc. lumière et l'ombre. Mais bon, en fin de compte, c'est pas si simple que ça. Et puis, je pense, franchement, de toute façon, tu sais, il existe assez de, malheureusement, entre guillemets, de livres sur la magie noire et de rituels de magie noire pour que les gens aillent se casser la tête Ouais. à dire ce rituel-là, je vais le transformer en rituel négatif. Je Oui. pense que s'ils veulent ça, ils savent où aller le chercher. Voilà, il y a des tutos partout, quoi. Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes, hein? Ah oui, avec plaisir. Tu sais que moi, j'aime beaucoup l'interactivité. On en a souvent parlé. Et donc, j'adore ça. Eh Donc, ben, c'est avec grand super. plaisir. Bon, avant de passer aux questions des internautes, je vais vous parler un petit peu du stage de numérologie que nous organisons avec Alexandra. Et on ne vous demande pas d'y croire. Le stage qui se déroulera du 17 au 23 janvier. Il s'agit d'une semaine pour vivre et manger numérologie. Une formation qui visera à vous rendre autonome. Ça, c'est Alexandra qui le dit. Et puis, il reste des places. Voilà, c'est donc du 17 au 23 janvier. Donc, pour vous inscrire, il y a le lien dans la description de la vidéo. Alors, je vais passer une petite vidéo où Alexandra présente un petit peu ce stage. Hello la petite communauté de On ne vous demande pas d'y croire. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule pour vous présenter les stages qu'on a décidé d'organiser avec Philippe sur la semaine du 17 au 22 janvier prochain. J'avais envie de vous proposer cette semaine de stage. Pourquoi? Déjà pour que vous commenciez et vous redécouvriez pour certains les subtilités, les trésors de la science des nombres. Parce que à partir du moment, comme vous le savez, où on se connaît, où on comprend les tenants et les aboutissants de son chemin de vie, de ce qu'on est venu y faire, si on comprend aussi quel est le fonctionnement de son nombre d'expressions et de son nombre de ressources, on a toutes les clés en main pour se réaliser, pour justement sortir d'une forme de procrastination et donner du sens en fait aux événements de notre vie et aussi aux décisions fondamentales qu'on est destiné à prendre. Donc ça permet en fait de conscientiser l'expérience, de la consacrer dans la matière et d'être complètement aligné avec l'écoute de son cœur. Alors c'est un outil fabuleux, c'est un outil génial et à travers ce stage en fait je vais vous apprendre à monter un thème de A à Z. On va aussi observer et scruter à la loupe l'énergie de tout ce qui est héréditaire, transgénérationnel. On va parler du nombre actif, du nombre intime, du nombre de réalisations et on étudiera aussi toutes les grandes réalisations de vie, les 4 chapitres de vie cruciaux, capitaux par rapport à nos réalisations et nos aspirations d'âme. Et enfin, on conclura aussi avec l'étude des cas pratiques et aussi de l'année personnelle. La petite cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que le stage sera animé par Babou aussi. Non, à mon avis, on aura grand plaisir à la retrouver. Mais bien sûr, c'est moi qui l'anime et je serai heureuse de le faire avec Philippe. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Bye bye! Voilà, voilà, voilà. Bisous à Babou, le petit chien d'Alexandra. Je vous présenterai mon chien quand il viendra. J'ai un chien, ça fait une semaine. Enfin voilà, ça c'est mon histoire personnelle. Allez, on va prendre les questions des internautes. Merci beaucoup à Christelle qui me les a envoyées. Alors, je ne sais pas si on pourra toutes les poser parce qu'il y en a un paquet, hein. Mais bon, voilà. Ça intéresse énormément les gens, les cristaux. C'est clair. hallucinant. Hein. Parce que dès qu'on parle de cristaux, en fin de compte, tu as tout le temps quelqu'un qui dit ah, mais moi j'ai un cristal chez moi. Oui, ah, oui. mais moi j'ai une pierre chez moi. Moi j'en ai une autour du cou, comme toi, par exemple, etc. etc. quoi. Bah, moi, c'est une médium qui m'a dit mets du cristal de roche, tu vas réaliser plus vite tes rêves. Voilà. J'ai pas cherché à comprendre, hein. Je me suis dit ça mange pas de pain. On commence avec les présages de Morgane. Bonjour à tous, ma question est quel rituel de protection pour nos animaux, santé, guérison, avec pierre ou non? Merci beaucoup. Alors, il y a un petit problème par rapport à tout ce qui touche la guérison et les soins, c'est-à-dire que Hachette et le lotus et l'éléphant ne souhaitent pas communiquer parce qu'il y a beaucoup de restrictions, si tu veux, par rapport à ça. Et on est de plus en plus embêté maintenant pour travailler sur la guérison à proprement dit. Oui, je me doute bien.
Voilà, donc j'ai pas eu le droit de mettre des rituels spécifiques par rapport à la guérison. Par contre, à un moment dans le livre, je parle d'un rituel sur les énergies. Mhm. Donc ça, on peut le travailler avec un cristal de roche ou on peut travailler avec une autre pierre. Et il y a un rituel spécifique qui se trouve dans le livre qui explique comment travailler plus, en fin de compte, sur le plan énergétique. Parce que de toute façon, on sait très bien aussi que quand on travaille sur ces énergies, on travaille sur sa santé. Mhm. Si on n'a pas de bonnes énergies, on n'a pas une bonne santé. Donc, en fin de compte, c'est une façon un peu détournée et dérivée, d'une Mhm. certaine façon, de présenter quelque chose sur le plan énergétique plutôt que sur le plan de la guérison. Ok, on continue avec Magali. Bonsoir, quelle différence énergétique entre les pierres semi-précieuses et les pierres précieuses? SVP, ces dernières n'ont-elles aucun pouvoir? Alors, c'est pas du tout une question de pouvoir, c'est une question de prix, de coût, par exemple, parce que déjà, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, alors, si je dois faire tous les rituels et acheter toutes les pierres du livre, ça va me coûter une fortune. Bon, mais c'est pas si cher que ça. Il faut savoir qu'une petite pierre roulée, en moyenne, ça coûte 7 ou 8 euros. Euh, par exemple, une pierre comme celle-ci qui est en forme de galet, ça coûte 10 euros, 10 à 12 euros. Maintenant, on sait très bien que les pierres précieuses sont des pierres qui sont utilisées en bijouterie, en Ah joaillerie, ouais. et qu'elles n'ont pas du tout le même prix et qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser ce genre de pierres dans des rituels, parce que là, ça coûterait une fortune Ah ouais. de faire des rituels avec ce genre de pierres. Et c'est vraiment plus efficace? Non, en fin de compte, on parle pas d'efficacité. Et Ouais. d'ailleurs, il y a peu, je crois qu'il n'existe même pas de livre sur, sur le pouvoir des pierres précieuses, puisque elles sont mises de côté systématiquement, puisque en plus, il y en a très peu. Hein, Ouais. donc voilà, il y en a 4 ou 5. Donc on peut pas faire grand-chose avec 4 ou 5 pierres, quoi. Ok, on continue avec Maria. Si on devait avoir que 3 pierres, quelles seraient-elles? L'aventurine, j'en suis sûr. T'enregistres vite, toi. Bah, j'ai un cerveau, hein. Alors, il y a celle que tu portes autour du cou, qui est de la pierre indispensable, comme celle que j'ai derrière moi, qui est le cristal de roche. Donc ça, c'est un cristal que tu as autour du cou, qui est un cristal de roche. On a bien compris, alors peut-être pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, mais je réexplique que c'est une pierre qui peut se substituer aux autres pierres et les remplacer éventuellement sur un rituel en particulier. C'est une pierre qui se programme et qui se déprogramme très facilement et qui a une puissance énergétique très forte. Donc ça, c'est la première. L'aventurine, automatiquement, puisque c'est la Mhm. pierre par excellence de la chance, de la prospérité, du succès, de la réalisation. Donc on a tous besoin de chance, on a tous besoin de réalisation de ses rêves, de ses projets, etc. Donc effectivement, pour moi, l'aventurine, c'est une des pierres auxquelles on ne peut pas échapper. J'ai parlé tout à l'heure de l'œil de tigre. Mhm. L'œil de tigre est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de travailler sur son intuition, elle nous permet de développer son troisième œil. Donc je pense que tout le monde et toutes les personnes qui sont intéressées par le type d'émission que tu peux faire, à un moment ou un autre, se sont posé la question de se dire est-ce que je peux développer, ouvrir mon Bien troisième sûr. œil, etc. Donc voilà. Après, il y a le quartz rose, puisque ça, Ah. par définition, c'est le quartz de l'amour, et on a tous besoin également d'amour. Eh oui. Donc voilà, pour tous les rituels qui sont dans mon livre, j'explique aussi l'utilisation du quartz rose. Et puis je terminerai certainement avec l'améthyste. Ah, Euh, c'est pour charger. oui, et puis C'est pour c'est les aussi recharger. surtout pour toutes les personnes qui stressent. Ah, d'accord. Tu sais, c'est une pierre qui a le pouvoir de calmer, de détendre, de relaxer. D'accord. Moi, souvent, je la donne à des personnes qui dorment mal, qui ont un mauvais sommeil. Je leur demande de la poser sur leur table de nuit. Et puis, c'est une pierre aussi qui est beaucoup utilisée en spiritualité. Il Oui, y a bien sûr. beaucoup d'évêques qui ont une bague avec de l'améthyste, par exemple. Mhm. Euh, On m'avait dit voilà. qu'elle servait comme chargeur aussi. Si on plaçait d'autres pierres,
sur, Alors, sur l'améthyste, ça oui, pouvait... voilà. alors sur les géodes, sur ce qu'on Ah, appelle une peut-être, géode. ok. Une géode, c'est ce qu'on appelle un peu l'hôpital dans Ah, notre jargon. La géode, si tu veux, généralement c'est creux et on peut mettre une pierre à l'intérieur. Donc d'accord. effectivement, les géodes d'améthyste, ce sont des géodes que l'on utilise pour soigner, entre guillemets, les pierres qui Ok. ont perdu un petit peu de leur pouvoir. Ok. On continue avec qui? Avec qui? Avec Karma. Y a-t-il des pierres qu'on ne peut pas utiliser ensemble, qui sont contre-productives? Alors, moi, je travaille uniquement dans le bouquin avec des pierres qui sont uniques. C'est-à-dire que, à part pour les chakras, où j'explique sur un rituel qu'on peut utiliser la pierre qui est en correspondance avec chaque chakra, pour le reste, non. Ça revient un petit peu à la question que tu m'as posée tout à l'heure dans l'émission en me demandant si certaines pierres avaient plus de Oui. pouvoir que d'autres et si on pouvait les associer. Non, en fin de compte, voilà, ma façon de travailler à moi, je ne dis pas que c'est la meilleure et que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, moi, dans ma connaissance personnelle des pierres et dans ma façon de les utiliser à travers ce livre, c'est une utilisation unique d'une pierre, à part un rituel ou deux, où je fais, comme je le disais, l'association des pierres qui sont en rapport avec les 7 chakras. Ok. On continue avec Maria. Quelle est la meilleure façon de les nettoyer et de les recharger? Ça, c'est une question qui revient Qui tout le revient temps. tout le temps. Et des fois, j'ai des réponses différentes. Oui, alors tu sais pourquoi? Parce que la réponse de base qui venait systématiquement de toutes les personnes qui travaillent avec les pierres au départ était de dire il faut les recharger avec la pleine lune. Eh oui. Et en fin de compte, avec le temps, on s'est aperçu que la pleine lune était trop violente. Ah bon? Elle était trop forte, trop importante et qu'elle abîmait les pierres. Alors déjà, elle leur fait perdre leur couleur, leur intensité et leur pouvoir. Alors, si vous voulez absolument recharger vos pierres à la pleine lune, vous pouvez le faire, mais systématiquement derrière une fenêtre, mais pas directement en Ok. plein air, directement Ah. face à la pleine lune. Bon, bah, j'ai tout faux alors. Voilà, parce qu'en fin de compte, vous allez abîmer vos pierres. Ok. Tu sais, on parle souvent, par exemple, des rideaux qui se sont d'une certaine façon délavés ou qui ont perdu leur couleur, et on dit, ah, ils ont passé au soleil. Et en fin de Ouais. compte, ils ne sont pas passés au soleil, ils sont passés à la pleine lune. Mhm. C'est inimaginable le pouvoir de la pleine lune et la force de la pleine lune. Et c'est pour ça que quand c'est trop fort, eh ben, il ne faut pas l'utiliser parce que au lieu de faire du bien, ça fait du mal. Donc, Ok. Ouais. dans Vas-y. le livre, Ouais. il y a un rituel spécifique qui se fait avec des cristaux de roche Ouais. et où j'explique comment recharger les pierres. Et en fin de compte, c'est un dessin agissant, si tu veux. Et l'association du dessin agissant avec 4 cristaux de roche permet de recharger et de ressourcer les pierres. Après, on a aussi la programmation, comme on en a parlé dans l'émission. On peut déprogrammer une pierre tout en lui gardant son pouvoir. Ok. Mais justement, en parlant de garder son pouvoir, si on casse sans le faire exprès une pierre, est-ce que la pierre se garde son pouvoir? Alors, moi, je pars du principe que si la pierre se casse, c'est qu'on n'en a plus d'utilité. C'est simpliste, tu vas me dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. En fin de compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pierre a joué son rôle le temps qu'elle avait à le jouer. Effectivement, une fois qu'elle a fini de jouer ce rôle-là, si elle est cassée, c'est qu'on n'en a plus besoin. Donc, voilà, on passe à autre chose, on prend une autre pierre, on fait autre chose, un autre rituel ou autre chose. Mais en fin de compte, voilà. Alors, c'est pas qu'elle perd son pouvoir, c'est qu'elle nous explique qu'elle a fini son utilité. Viens ici, toi. Il y a un sale chien. bête. Oui, oui, c'est le toutou là qui est là. Viens, viens là, viens voir. Non, tu viens? Non? Bon, bah reste là, mais n'aboie plus, d'accord? Stop, sale bête. Bon, voilà. Je suis méchant avec les chiens.
Tu as vu? Un peu de discipline. Oui. Bon, là, 3 mois et demi, hein, donc ça va être compliqué. Oui, c'est sûr. Donc voilà, en fin de compte, tout simplement, si la pierre se casse, vous la gardez pas, vous la jetez. Alors vous pouvez la jeter aussi en faisant un vœu en particulier, parce qu'on ne jette pas une pierre pour la jeter, mais on peut lui demander de terminer un vœu ou d'exaucer quelque chose, quoi. Ok, donc ça c'était Tédou02, voilà, qui posait cette question. Claire maintenant, qui demande, Jean Didier évoque l'œil du tigre. Si je le porte en bracelet, quelle autre vertu peut avoir l'œil du tigre, à part celle d'ouvrir le troisième œil? Alors, en fin de compte, ça va être un développement de l'intuition plus qu'autre chose. Et on travaille beaucoup avec l'œil du tigre pour retrouver confiance en soi. Souvent, moi, je préconise à toutes les personnes qui ont du mal à avoir confiance en soi de porter un bracelet justement avec de l'œil de tigre. Là, on va travailler sur vraiment la conscience en soi, la confiance, se connecter directement à tout ça et à essayer d'avancer et d'aller plus loin. C'est un effet psychologique très important par rapport à l'œil du tigre. Ok, on continue avec Aurore. Comment choisir au mieux les pierres qui nous accompagnent au quotidien quand on les aime toutes et qu'on en a beaucoup? Là, c'est un problème de sélection. En fin de compte, il faut être attiré par une pierre en particulier. Moi, par exemple, j'ai une personne un jour qui m'a dit, je suis allé choisir une pierre et bizarrement, je me suis penché sur une pierre qui était ébréchée et qui était abîmée. Et par contre, elle m'a beaucoup plu, cette pierre, parce que j'avais l'impression que c'était un peu moi, quelque part, qui était un peu ébréché, un peu abîmé par le temps, par différentes choses qui s'étaient passées dans ma vie. Et du coup, j'ai acheté cette pierre. Ben, c'est un peu ça, en fin de compte. Bah ouais. C'est-à-dire qu'il faut se laisser guider, il faut se laisser conduire vers ce qui nous attire en premier et en priorité. C'est exactement là aussi comme l'intuition, c'est-à-dire que quand on est dans quelque chose qui nous attire, c'est comme notre première intuition, il faut y faire confiance. Et à partir du moment où on y fait confiance, on est dans le bon chemin. Marilyn, bonsoir Jean Didier, bonsoir Philippe. En méditation, peut-on se sentir dans la pierre elle-même ou la traverser? Ça, c'est métaphysique. Oui, là, carrément. Peut-être en voyage astral, peut-être, ou si on a fait une expérience de mort imminente, il paraît qu'on peut voir les atomes. Oui, alors là, ça dépend de l'évolution spirituelle de chaque personne, ça dépend de son état de conscience, ça dépend de son état de réceptivité aussi par rapport à ça, et de la façon de se connecter avec les éléments. Je pense que c'est une personne qui doit effectivement se connecter facilement avec les éléments de la vie et de ce qui l'entoure. Donc effectivement, là, on peut se mettre en adéquation avec cette pierre et ressentir son énergie. En magnétisme, on apprend d'ailleurs comme en Reiki à capter les énergies de différentes choses et notamment des pierres. Et on peut mesurer aussi la fréquence vibratoire de la pierre et de ce qu'elle peut nous apporter. Donc le fait de se mettre déjà en adéquation avec une pierre et de ressentir la pierre et de la visualiser, c'est là aussi, tu l'as compris, une forme de magie, mais c'est aussi une forme de programmation quelque part. On programme le fait de pouvoir se mettre en connexion avec cette pierre, donc c'est tout à fait possible. Ok, on continue avec Alex. Alex, je ne sais pas quel est le prénom et le nom. Mais bon. Est-il vrai que c'est la pierre qui nous choisit? Tout à l'heure, tu disais que c'est nous qui choisissions notre pierre. Est-ce que c'est un... On peut dire que ça va dans les deux sens. On peut dire que ça va effectivement dans les deux sens parce que c'est la pierre qui vous fait l'œil, quoi. Parce qu'elle a senti que c'était quelque chose qu'il vous fallait. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on peut dire que ça va dans les deux sens. Ok, c'est donc Alex. Véronique, comment choisir la pierre à utiliser le jour où l'on ressent le besoin? Et comment savoir quelle prière y ajouter? Il faut acheter le livre. Exactement. Voilà. C'est moi qui ai fait la réponse, hein, désolé. Mais c'est bien que ça soit toi qui la fasses plutôt que moi. Oui. Magali, quelle pierre SVP pour favoriser le passage à l'action?
C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à passer à l'action. Alors là, on Ou peut briser travailler sur la l'inertie. confiance en soi, hein, parce que souvent le fait d'avoir du mal à passer à l'action, c'est souvent un manque de confiance en soi. Ouais. C'est-à-dire qu'on hésite, on n'y va pas parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on ne sait pas, parce que ceci, parce que cela. Donc c'est l'œil de tigre. On revient toujours. Tu vois, c'est vraiment une Ouais. des pierres. Quand on disait tout à l'heure le top 5, je crois, des Top pierres. 3, mais bon, Ou tu top as 3, donné un voilà. top 5, toi. Moi, j'en ai mis 5, donc j'ai fait un top 5. Donc, dans le top 5 des pierres que j'utilise, voilà, ça permet déjà de travailler sur sa confiance en soi, et ça, c'est déjà très important. C'était Magali qui posait cette question. On continue avec Elena. Et pour les pierres que nous trouvons dans la nature et qui nous inspirent, quel est leur pouvoir? Alors, ces pierres-là, elles ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner, tout simplement. Et Parce est-ce qu'il que est c'est aussi pas des pierres. efficace que si c'était une pierre semi-précieuse? Alors, si c'est une pierre semi-précieuse, effectivement, il faudra aller regarder dans un livre qui parle des pierres de lithographie, lithogravure, etc., sur tout ce que l'on peut trouver sur les pierres. Mais si c'est un petit galet, tout simplement trouvé sur la plage, qu'on Eh trouve ben, magnifique. il aura la fonction qu'on veut bien lui donner. D'accord. C'est peut-être mieux alors. Oui, 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 mais en fin de compte, c'est encore une question d'intention, là, hein. On est toujours dans le fait de l'intention qu'on veut bien donner à un objet. Là, on est aussi quelque part dans le porte-bonheur. J'ai un prochain livre qui parlera de ça, d'ailleurs, de l'intention qu'on donne aux objets et au porte-bonheur. Souvent, en parlant, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, quand on parle des porte-bonheur, on me dit ah oui, est-ce que ça porte vraiment bonheur? Mais tu sais, quand on constitue un égrégore positif autour d'un objet, que ce soit une pierre qu'on a trouvée, que ce soit une pierre précieuse ou semi-précieuse, un cristal, que ce soit une croix, que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où on donne cette intention régulièrement dans cet objet, il finit par se constituer un égrégore d'ondes positives autour de cet objet qui finit réellement par porter bonheur. Ok, l'intention, toujours l'intention en fait. Exactement. On continue avec Ange-Marie. Bonsoir Philippe et Jean-Didier. Pace salut. Pace salut. J'ai une mini géode améthyste de 10 cm dans ma chambre. Dois-je la nettoyer de temps en temps? Et comment? Alors, la nettoyer, c'est tout simple. Pour la nettoyer, il faut la passer sous l'eau. Il faut laisser l'eau ruisseler à l'intérieur et à l'extérieur de la géode. Et après, il faut la laisser sécher. Ça, c'est important. Et après, il faut utiliser le rituel qui est dans le livre qui permet de recharger et de redonner de l'énergie et de faire que cette énergie soit constante par rapport à ça, puisque ça concerne toutes les pierres, donc ça peut concerner aussi une géode. D'accord. Il y a Maëlys qui demande, pour Didier, vaut-il mieux mettre les pierres à recharger dans une géode d'améthyste ou de cristal de roche? Alors, l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Le côté améthyste a un côté pouvoir calmant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Donc, on va plus l'utiliser si on veut que la pierre que l'on va mettre dedans a un pouvoir calmant, déstressant, relaxant, etc. Par contre, si on veut un cristal de roche, là, c'est plus pour booster, pour donner de l'énergie, etc. Donc, ça dépend de l'utilité de ce qu'on va faire de la pierre après. Là, il y a Véronique qui se demande si c'est en fait un rituel alchimique lorsqu'on fait les pierres, les cartes, les bougies, tout mélangé. On a expliqué un petit peu tout ça tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est une cuisine, en fin de compte, quelque part, et c'est plutôt ésotérique qu'autre chose. Ouais. Hein. C'est une façon ésotérique de présenter les choses et de les mettre en œuvre et de les mettre en application, tout simplement. Ok, on continue avec Maëlys. Est-ce qu'on peut fabriquer ces bougies soi-même avec des colorants? Complètement. Il n'est pas exclu du tout qu'on puisse fabriquer ces bougies. Et à la limite, je dirais que c'est peut-être encore mieux parce qu'on y met son intention dedans. Ben oui. Et on peut les programmer au moment où on les fabrique. Et en tout cas, à partir du moment où on fait des choses soi-même, j'ai tendance à dire que c'est quelque chose qui est encore plus fort au niveau énergétique et qui va donner encore plus de pouvoir au rituel parce qu'il y aura son implication personnelle qui aura été mise dedans. Alors, donc ça, c'est plutôt très bien. Ok. Question de Christelle. Bonsoir chef.
Ça m'intéressait. Jean, est-ce que l'aventurine est la star de votre prochain livre? En quelque part, oui. Oui, oui. Il y a très peu de rituels, par contre, dans le prochain livre. C'est un livre qui va tourner autour de la chance et du succès avec toutes les choses que l'on peut utiliser pour mettre en action la chance et le succès. Et bien sûr, en priorité, je parle de l'aventurine. Donc, effectivement, elle a tout à fait raison. On continue avec Aurel. Bonsoir. Peut-on faire un rituel bienveillant pour quelqu'un de son entourage, pour son mari, sa meilleure amie? Alors, effectivement, on n'est pas obligé de faire le rituel pour soi-même. On peut faire le rituel pour quelqu'un d'autre. À partir du moment où on le fait, il faut avoir l'intention de la personne. Soit on utilise sa photo à côté du rituel, soit on prononce, parce que quand je parle des prières, généralement, il faut les réciter à voix haute. On peut dire, voilà, je donne l'intention de cette prière à telle personne, etc. Et on peut aussi magnétiser, par exemple, tout simplement, même si on n'est pas magnétiseur, hein, il suffit de poser sa main au-dessus de la photo de la personne et on donne l'intention que l'on veut à ce rituel en faisant une dérogation pour que ça soit dirigé vers la personne en particulier. D'accord, il n'y a pas besoin d'avoir l'autorisation de la personne pour pouvoir C'est faire ce toujours rituel. mieux. Moi, je pense que c'est toujours mieux parce que là aussi, c'est pareil, il va y avoir une implication personnelle. Si la personne n'est pas au courant, c'est toujours un peu gênant. Moi, je sais que à chaque fois que j'ai eu besoin de faire des rituels pour des personnes et que c'était pas pour des personnes directes et que c'était pour un membre de la famille, je demandais toujours à la personne de demander l'autorisation. À chaque fois que j'ai fait des soins en magnétisme, je demandais à la personne si elle voulait recevoir mes soins et si elle était apte à les recevoir et si elle était d'accord. On continue avec Véronique. A-t-on vraiment une pierre prédéfinie pour nous? Et comment la reconnaître et la trouver? Une pierre prédéfinie pour? Oui, est-ce que chaque individu est associé à une pierre? Non. Non. D'accord. Non, non, pas spécialement. En fin de compte, on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que soit la pierre nous choisit, soit on choisit la pierre. Quelle que soit la qualité et quelle que soit la grosseur, quelle que soit la capacité, le pouvoir de la pierre, en fin de compte, soit on la choisit ou soit elle nous choisit. Mais il n'y a pas quelque chose de spécifique. Alors après, par exemple, on peut dire, pour certains signes du zodiaque, par exemple, il y a des pierres, ça on le retrouve, hein, et je vais en parler dans mon prochain livre, où je vais expliquer que certaines pierres seront plus en adéquation avec certaines personnes de certains signes. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord. Tu parles un petit peu d'astrologie aussi dans ton livre? Oui, parce que je parle des jours pour faire des rituels et l'association, par exemple, du lundi, qui est le jour de la lune, qui est un astre et qui est une étoile, puisque la lune est une étoile. Voilà, donc c'est un luminaire, en fin de compte. On appelle ça plus un luminaire qu'autre chose. Donc ce luminaire-là, en astrologie, qui est la lune, il est utilisé dans les rituels qui se font, par exemple, le lundi. Voilà. Ok. Karma qui pose la question suivante. Y a-t-il une différence entre une pierre brute, non taillée, et une pierre polie dans son efficacité? Non, pas du tout. En fin de compte, c'est simplement une question de côté pratique. Par rapport à l'utilisation que l'on va en faire. Moi, par exemple, j'explique sur des grosses bougies qu'on peut creuser certaines bougies pour y insérer à l'intérieur des petites pierres. Et quand on a des petites pierres roulées, c'est beaucoup plus pratique et plus simple pour faire le rituel d'avoir une petite pierre roulée qu'une pierre mal taillée ou qui est brute, quoi. D'accord. Mais ça ne change pas. Au niveau du pouvoir, ça ne change rien. On continue avec Joël, ça sera la dernière question. Est-ce qu'on peut utiliser une pierre avec un support comme un pentacle? Complètement, puisque ce que j'explique en fin de compte dans la deuxième partie du livre, l'utilisation des tarots de Marseille, c'est tout à fait ça. Pour moi, j'ai expliqué plusieurs fois, par exemple, que la carte ou la lame de tarot de Marseille pouvait représenter un pentacle et qu'à partir de ce moment-là, on pouvait l'utiliser automatiquement avec une pierre. Donc, ça répond totalement à cette question.
Mais on peut le faire aussi. Moi, j'avais pensé, quand j'en avais parlé avec Marc Neu, on s'était dit, mais pourquoi pas le faire aussi avec les pentacles de l'abbé Julio? Il y aurait peut-être quelque chose à faire Ouais, aussi de ce ouais. côté-là, à utiliser le pentacle de l'abbé Julio comme base pour faire un rituel avec une pierre. Moi, dans la deuxième partie du livre, j'ai utilisé principalement les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille comme si c'était des pentacles, en fin de compte, tout simplement, avec l'utilisation d'une pierre. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Jean-Didier. Décidément, on apprend toujours plein de choses nouvelles avec les pierres. C'est passionnant. Ben, je vais te donner le mot de la fin, mais avant, je vais faire mes traditionnels remerciements. Merci évidemment à tous ceux qui ont suivi cette émission. Mathieu, Christelle, Cyril, Laurent, toutes les personnes donc de la team On ne vous demande pas d'y croire. Laurent Jacques, j'ai dit Laurent, mais c'est Laurent Jacques. Et puis si vous avez oublié de faire votre cadeau pour les fêtes, ben, n'hésitez pas à aller visiter la boutique de On ne vous demande pas d'y croire. Vous y trouverez des t-shirts, des mugs, des gourdes, plein de choses merveilleuses. C'est la caverne d'Ali Baba, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Et puis évidemment, si vous le savez, hein, si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Et plein de bisous à ceux qui l'ont déjà fait. N'oubliez pas évidemment aussi de partager les vidéos et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci aux 48 282 abonnés. Voilà, c'était le nombre d'abonnés avant que commence l'émission avec Jean-Didier. J'espère qu'il y a eu quelques abonnés en plus. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Voilà, Jean-Didier, maintenant je peux te laisser le mot de la fin. Bah, en tout cas, déjà, pour commencer, je voulais te remercier de cette invitation parce que c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi, pour ta gentillesse et puis ton professionnalisme, on va dire. Gentil. Et puis parce que voilà, moi aussi j'aime beaucoup communiquer et partager des choses avec les gens et c'était très agréable en tout cas d'avoir cette interaction dans cette émission. Eh ben, Alors, c'était un plaisir partagé en tout cas. Je vous présente je te Tia. remercie. Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, donc c'est bien aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ouais. Voilà, pour les gens qui veulent avoir plus de renseignements, vous pouvez soit me contacter par l'intermédiaire de mon site internet. Donc le site c'est jean-didier.com. C'est dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème, tout est là. T'en fais pas. Voilà, donc voilà, suivez la description de Philippe et comme ça sera parfait. Et puis, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir eu la gentillesse de poser des questions et merci encore à toi, Philippe. Merci à toi. Allez, ciao, ciao, je vous embrasse à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.